Quel est le fait militaire que vous admirez le plus? Ça, c'est une question pour toi, Lancelot. Pour vous. Je sais pas, je pense que chacun peut avoir une opinion dessus. Ok. Je vais essayer de pas réfléchir pendant une demi-heure. Ça risque d'être un peu ennuyeux. Je vais essayer d'être assez spontané. Et je vais dire... répète la question. Quel est le fait militaire que vous admirez le plus? Mais, tu sais, par ça, moi je suis en train de réfléchir aussi, j'ai pas quelque chose qui me vient tout de suite. Parce que où on prend... Tu vois, par exemple, où on prend un fait militaire dans sa totalité, genre Alexandre le Grand, Napoléon, Genghis Khan. Ça peut être ça, ou ça peut être une bataille. C'est ça. Ça peut être une révolution aussi, ça peut être motivé idéologiquement. Oui, exactement. On peut parler de violence politique comme étant un fait militaire. Ouais. Et puis, on peut aussi parler d'actes d'héroïsme. Oui. Mais non, j'irais plutôt pour le life achievement. Donc je dirais, je prendrais le plus grand conquérant pour le fait militaire que je respecte le plus. Et là, c'est une bonne question. T'as Genghis Khan quand même, hein. Il y a une shortlist, on pourrait dire. Bah, Genghis Khan. Ouais. Mais Genghis Khan, souvent, ce n'est pas lui qui livrait les batailles. Oui. Donc, il avait des bons généraux, il avait des bons frères. Et puis en plus, ça s'est étalé sur plusieurs générations. Ouais. C'est comme on pourrait choisir un empereur romain, mais il faudrait prendre tous les empereurs romains et l'Empire romain dans toute son histoire pour parler d'un fait militaire extrêmement. Non, je pense que Alexandre le Grand, c'est vraiment le plus impressionnant. Oui, c'est vrai que c'est certainement très impressionnant. Ouais. Il y a une dimension de génie et de talent indéniable. Il y a aussi une dimension d'avoir été le chef au bon endroit, au bon moment. Bien sûr. C'est-à-dire, on est quand même à la fin de réformes militaires profondes que son père avait justement entreprises. Et lui, il se retrouve avec tout d'un coup, vous êtes le cas de le dire, une véritable machine de guerre extrêmement efficace. Et ça a bien marché, ouais. Mais bon, il y a eu aussi un côté tragique, chez Alexandre. Il s'est retrouvé aussi d'abord face à des Grecs qui étaient affaiblis. En fait, les Perses et les Grecs s'étaient tellement fait la guerre avant qu'il est arrivé à un moment où les deux étaient faibles, entre guillemets. Les Perses faibles. Ils étaient quand même super balèzes, mais... Souvenons-nous que l'infanterie pas aussi fort qu'avant. perse était quand même composé en grande partie de mercenaires grecs. Donc là, il y avait quand même des combats de Grecs contre Grecs. Et donc, l'importance du commandement. Et je pense que le fait que ça s'inscrive dans l'Antiquité est d'autant plus impressionnant aussi. Oui, certainement. Ouais, tout à fait. Et puis sa relation justement avec ses généraux, avec sa cavalerie, tout ça, ce sont des choses qui te font entrer véritablement dans une légende. Ouais. Non, c'est clair. T'as vu le film d'ailleurs? Avec Colin Farrell? Ouais. Ouais, j'ai pas été très emballé. J'ai trouvé que c'était un regard très américain en réalité sur j'ai Angelina Jolie qui joue avec des serpents, Colin Farrell qui a 4 expressions, on te met un éléphant à un moment. Puis surtout moi ce que j'ai pas aimé dans le film c'est toujours l'idée de l'homosexualité d'Alexandre le Grand. Oui, c'est très anachronique là, en effet. Elle sera jamais avérée ou pas avérée, il me semble. On pourra jamais vraiment le savoir, mais ce que j'ai pas aimé d'ailleurs c'est Oliver Stone qui a réalisé ce film. Tout à fait. Pas son meilleur film. Et en gros, lui, il a pris parti de dire que il était gay. Et c'était presque un peu un raccourci débile de dire, bon, il était gay, donc c'était une folle efféminée. Et c'est cette image un peu de complètement mélodramatique d'Alexandre le Grand c'était... Bon, c'est très anachronique, la vision qu'on a aujourd'hui de l'homosexualité, et la vision, je dirais, que les Grecs avaient, c'est pas... De la sexualité au sens large, d'ailleurs, c'est pas grand-chose à voir. Ça, c'est sûr et certain. Les rapports sont pas les mêmes. Moi, je dirais, pour un des très grands faits militaires, je pense, c'est toutes ces personnes, dans des situations où ils pouvaient employer la force, ne l'ont pas fait. Ça, ce sont des choses que je trouve assez admirables. Il y a cette histoire de quelqu'un qui seul a sauvé le monde, qui est cet officier politique soviétique, qui était dans un sous-marin, et le sous-marin a connu en fait une défaillance technique, et il pensait en fait que c'était les Américains qui les attaquaient. Et le sous-marin était donc en train de couler, et il fallait 3 personnes justement pour prendre la décision de lancer les ogives nucléaires. Il fallait que soit une décision à l'unanimité s'il n'avait aucun moyen
de communication avec l'extérieur. Et il a été avéré justement que c'était qu'une personne sur les 3 justement a dit non. Et on peut retrouver son nom, je crois, Akepov ou quelque chose comme ça. Et cette personne a peut-être fait en sorte que une guerre... Qu'on soit tous vivants aujourd'hui. C'est ça. Il a sauvé le monde. Ouais, ça c'est vrai que c'est pas mal. Il faudrait que je le retrouve justement son nom. On peut aussi penser à l'exemple du général Dufour, vu qu'on est en Suisse. Ouais. Qui est quelqu'un qui aurait pu massacrer tous les catholiques en Suisse. C'est ça, tous les conservateurs, qui ne l'a pas fait, qui a très vite cherché une solution politique. Absolument. Et c'est certainement la guerre civile suisse qui aboutit à la création de la Constitution de 1848, et très certainement la guerre civile qui a fait peut-être le moins de morts. Je pense même que c'est la guerre civile qui a fait le moins de morts dans l'histoire. Ouais, ça a été très rapide, et puis ça a créé un système extrêmement stable derrière, enfin, basé sur une idée très suisse qui est celle du consensus. Ouais. Et vraiment, chapeau. Parce que malheureusement, chapeau. Si tu regardes les guerres civiles, malheureusement, elles sont souvent extrêmement meurtrières et absolument beaucoup de civils et tragiques. Après, je dois dire, j'ai quand même un petit faible pour certaines batailles napoléoniennes. Bien sûr. Je sais pas, la bataille d'Austerlitz, par exemple, quand même reste un fait militaire en termes de stratégie militaire qui est juste remarquable. Il n'y a pas d'autre mot, c'est brillamment exécuté, c'est une victoire totale, décisive, c'est encore un côté, on va dire, presque noble, on pourrait dire, de la guerre qui est tout bonnement hallucinant. Peut-être après des grands tournants, je sais pas, Jeanne d'Arc qui reprend Orléans, par exemple. Ouais. Ça, c'est quand même pas mal. Bouter l'Anglois hors de France. Ouais. Mais il me semble que j'avais entendu que quand elle a repris Orléans, en fait, c'était tellement... J'ai entendu ça. C'était tellement débile stratégiquement que ça a marché. Hein. Dans le sens où si on prend les faits militaires de Jeanne d'Arc, souvent c'est on s'en fout, on n'assiège pas, on n'évite pas, on fonce dans le tas. Et c'est ce qu'elle a fait pendant toute sa carrière, entre guillemets. Mais je sais pas si c'est vraiment ça ou pas, mais j'ai souvent entendu ça. Mais en soi, c'est le fait de prendre tout le monde à contre-pied, c'est stratégique aussi. Absolument. Absolument, et c'est pour ça que parfois le fait de se focaliser sur une idée, de se concentrer sur une idée est quelque chose qui parfois fonctionne. Parce que ça te fait retomber sur des effets militaires comme la surprise notamment, qui sont aujourd'hui encore des principes qui sont enseignés dans toutes les écoles militaires qui se respectent. Ouais. C'est un mec qui est... Voilà. Vassili Arkhipov. Donc on doit beaucoup à Vassili Arkhipov. La sauvegarde du monde. C'est quand même pas mal. Ok. C'est quand même pas mal. Stylé. Mais je connaissais pas la personne et je vais lire dessus. Hein. Et c'est justement dans le cadre de la crise des missiles de Cuba que cette histoire s'est passée. Et lui était donc le commandant d'un sous-marin. Alors donc, d'après Thomas Blanton, directeur du National Security Archive, Vassili Arkhipov a sauvé le monde en s'opposant à ce que le sous-marin soviétique réplique au bombardement d'un navire de guerre américain, qui donc devait être en train de faire le blocus, demandant d'attendre les instructions de Moscou avant de lancer une attaque nucléaire. Wow. Et donc, il avait perdu la communication ou il a reçu l'ordre et il n'a pas exécuté l'ordre? Parce qu'en fait, alors ils avaient reçu justement, on peut lire un petit paragraphe, merci Wikipédia. En décembre 1961, Vassili Arkhipov est nommé à la 69e brigade de la flotte du Nord. Le 1er octobre 1962, dans le cadre de l'opération Anadir, lors de la crise des missiles de Cuba, il est envoyé avec son équipe à Cuba et sert à bord du sous-marin B-59 équipé d'une ogive nucléaire. Wow. Peu avant le départ du B-59, Vassili Arkhipov avait demandé à son supérieur, l'amiral Vladimir Fokin, dans quel cas utiliser l'arme nucléaire. La réponse n'avait pas été très claire. Le sous-marin devait utiliser son arme nucléaire en cas de dommage qui lui serait porté, comme un trou dans la coque, ou sur ordre spécial de Moscou. Et d'après Thomas Blanton, directeur du National Security Archive, Vassili Arkhipov a sauvé le monde en s'opposant à ce que le sous-marin soviétique réplique au bombardement d'un navire de guerre américain, demandant d'attendre les instructions de Moscou avant de lancer une attaque nucléaire. En 2002, Vladimir Issachenkov présente la version d'un autre officier présent, Vadim Orlov, moins dramatique et affirmant que seul le commandant, ayant perdu son sang-froid, tenait à lancer l'ogive nucléaire pendant que les autres officiers, dont Vassili Arkhipov, tentaient de le calmer. Oui, mais quand même, il y a quand même le commandant d'un sous-marin nucléaire
qui avait une ogive nucléaire, C'est commençait à dire « Ça se fait, on va nucléariser les États-Unis ». C'est exactement très ça. mal l'accent russe, pardon. Mais c'est parce que ça c'est aussi que les gens réalisent pas. Finalement on a le pouvoir jusqu'au moment où on l'utilise. Et en matière militaire, rien n'est plus vrai. C'est dès le moment où on commence à tirer, dès le moment où on commence à attaquer, dès le moment des choses comme ça, quelque chose est perdu à ce moment-là, qui va être très difficile de retrouver. Et par conséquent, faire souvent preuve de retenue est quelque chose qui est malheureusement, je pense, pas assez enseigné. Ouais. Et ça reste tout de même des faits militaires. Non, c'est très vrai. Très, 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 très vrai. Vaincre sans combattre. C'est ça. C'est la contrainte. C'est la contrainte ultime. Bon, je sais plus si c'est Sun Tzu ou Musashi ou je ne sais quel autre stratège chinois ou japonais qui disait ça. Toujours éviter, si on peut gagner sans conflit, sans bataille. Bah, c'est Sun Tzu aussi qui c'est dit toujours la meilleure. J'imagine que c'était Sun Tzu. Musashi, d'ailleurs, je pense que Sun Tzu le prédate largement, donc il est un peu à la base de tout. C'est un principe stratégique militaire à respecter par tous, j'imagine. Mais c'est très bizarre parce que c'est pas du tout un principe auquel les gens pensent a priori. On va justement chercher la surprise, la concentration des forces, la préparation, mais pas la retenue. La retenue est pas... Savoir quand utiliser la force, savoir quand ne pas utiliser la force, peut-être même la qualité ultime du décideur. C'est le fameux hold que tu vois dans tous les films de guerre. Ouais, mais bon, il faut l'utiliser là. Hold. Mais c'est vrai. Non, mais c'est très vrai. C'est vrai. Il faut qu'il y ait un effet, le maximum d'effet. Exactement.